Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis surtout, tenez bon, parce que purée, comme elle nous manque en ce moment, la lumière, à tel point que on ose à peine le matin ouvrir les tentures, à tel point aussi qu'on reste chacune et chacun chez soi par peur de s'embourber. Et encore, s'il n'y avait que la lumière grise du ciel pour nous désoler, mais il faut compter aussi avec d'autres bien plus sombres encore, comme celles qui couvrent les échos des guerres si proches et qui n'en finissent pas de tuer, celles qui portent la montée de l'extrême droite un peu partout autour de nous, en Europe, et celles affligeantes aussi d'un parti belge, le MR, vainqueur des élections, qui, entre deux lignes, se plaît à mépriser la poésie. Et puis enfin, il y a les lumières qui s'éteignent brusquement, comme celle ce week-end de la soprano Jodie De Vos, et qui nous laisse à notre tour sans voix. Alors quand une petite lumière parvient à se frayer un passage au milieu de tous ces nuages menaçants, on la prend, cette lumière, et on la garde au chaud, au fond de nous, comme un porte-bonheur pour les jours à venir. Pierre Solo est l'invité de LCR ce soir. Voilà, les oiseaux dans la charmille, Jodie De Vos, extrait des contes d'Offenbach à l'Opéra National de Paris. Ça va? Oui. C'était une amie quand même, Jodie, Oui. pour vous? Oui, je dis c'était une amie. Après, c'est une immense perte pour tout le monde de la musique. Ouais. C'est difficile évidemment de savoir ce qu'on perd avec Jodie. Il y a quelques semaines, elle m'écrivait un message qui disait: tu sais Pierre, ce qui compte, c'est de trouver tous les jours l'inspiration pour créer le beau et le lumineux. Et je pense que tout est dit. Avec elle, on perd quelque chose de l'ordre de l'enfance. Vous savez, David, quand on avance comme ça dans la vie, il est toujours intéressant de se rappeler l'enfant qu'on était et ce qu'il aurait souhaité faire. C'est un bon guide, ça. Et cette ingénuité-là et ce rêve pour lequel tout est possible, c'est probablement ça qu'on perd avec Jodie. Tant elle était lumineuse dans tout ce qu'elle proposait, c'était cette part d'enfance qu'elle venait chercher chez chacun de nous. Et donc tout ça s'est effondré hier. Ouais. Et qui restera malgré tout, parce que la musique, c'est un peu la force de la musique, c'est la force des artistes aussi, c'est que ça perdure quand même, au-delà, heureusement. Oui, alors bien sûr, il y a les disques. On essaie de se rassurer. Oui, non, il y a les souvenirs aussi. Quelqu'un qui laisse un souvenir aussi puissant, aussi souriant, aussi lumineux, ouais. En fait, on peut s'y accrocher, notamment quand il fait sombre, comme vous l'avez bien dit. La lumière de Jodie. Allez, on va essayer de la garder. On va parler de lumière avec ce nouvel album solo. Premier album solo, d'ailleurs. C'est marrant, vous appelez solo, on en parlait hors antenne. Oui. Et c'est votre album solo consacré à Ernesto Lecuona. Je ne sais pas si je prononce bien. Lecuona, c'est ça. Allez, petite bande-annonce, comme au cinéma, pour se mettre dans l'ambiance, et on en parle juste après.
Et de cet album à venir, il n'est pas encore sorti, il sortira fin juin, c'est bien ça? Alors non, le concert de sortie aura lieu fin juin, mais par contre il est déjà sorti depuis le 7 juin exactement. D'accord, donc le disque est sorti, mais il y a un concert, ce qu'on appelle un concert d'ouverture. Oui, de fête. Oui. Et un concert de fête, et ce sera à Flagey, on pourra vous voir sur scène dans cette belle salle de Flagey. Ernesto Lecuona, mort en 1963. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé? Vous n'êtes pas le seul, hein, c'est un énorme compositeur avec une énorme production cubain. Mais pourquoi ça vous a intéressé, vous? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est étonnant. En fait, on ne le connaît pas tellement bien. C'est effectivement quelqu'un de très important à Cuba. On enseigne sa musique dans les écoles. Ici, en Europe, on ne le connaît pas très très bien. Pourtant, c'est un immense pianiste qui a beaucoup voyagé, qui a fait des tournées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe également. Admiré par Ravel, par Gershwin. Exactement, c'est ça. Il a joué Rhapsody in Blue devant Gershwin, qu'il a applaudi, qui a été le félicité. Donc, ça reste des références. Non, moi, c'est une amie qui, un jour, une amie cubaine, qui m'a offert un bouquin de partitions de Lecuona. Il m'a dit, va regarder un petit peu cette chose-là. Je m'y suis plongé, j'ai senti une musique extrêmement confortable à jouer parce que c'est un grand pianiste qui l'avait écrite et donc elle était naturellement propice à tous les doigts de pianiste. C'est quoi une musique confortable? C'est comme la musique de Chopin, par exemple. Ce sont des pianistes qui écrivent exactement en sachant quel mouvement est le bon pour créer telle ou telle émotion. Et donc, on s'y insère de manière extrêmement confortable. Ça ne veut pas dire que c'est facile à jouer pour autant, mais par contre, on s'y glisse dans une espèce d'évidence du mouvement, d'évidence pianistique, vraiment. Oui. Il y a une lumière, c'est métissé. On parlait de lumière, hein, c'est un peu le thème de cette émission, finalement. C'est assez métissé. On va l'écouter. Ce sont des vieilles images, pardonnez le son, évidemment, puisqu'il est mort en 63. À mon avis, ça date des années 50. On va l'écouter un petit peu. Je vous ai observé, Pierre, pendant l'extrait, et je voyais votre tête qui bougeait légèrement. À quoi vous pensiez? Il joue quand même formidablement. C'est rigolo. Il a l'air d'un enfant sage, là, bien coiffé, ses cheveux bien lissés, etc. Pas comme nous. Non, pas comme nous. Mais alors, par contre, au niveau digital, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel. Cette espèce de vivacité furieuse. Là, il joue sa Malagueña, qui est probablement sa pièce la plus célèbre. Il a du feu, une espèce d'évidence sous les doigts. Je trouve ça épatant. Il m'impressionne. Il a commencé à 13 ans, je crois. Première composition à l'âge de 13 ans, tout petit. Très, très tôt. Et en fait, très vite, il a écrit aussi pour le cinéma. Il a écrit pour les zarzuelas. Ce sont des espèces de... Mais c'est quoi des zarzuelas? Ce sont des espèces d'opérettes espagnoles. Ça vient vraiment de l'Espagne. Et en fait, très vite, il a été en tournée avec ses propres compositions, d'autres musiciens. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Vous parliez de métissage chez ce compositeur. C'est qu'en fait, ça fait partie encore des gens qui, en fait, de pays en pays, en voyageant et en jouant, ils s'imprégnaient de tout ce qu'ils pouvaient voir, entendre, un monument, une musique, un son, n'importe lequel, et ils l'intégraient à sa musique. Et donc, alors évidemment, on est très loin de ça aujourd'hui, puisque les questions d'appropriation culturelle viennent transformer un petit peu, et de manière assez juste, les questions de fabrication de la musique et d'autres arts. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait aucune pudeur, donc on prenait tout ce que l'on pouvait prendre, et ça crée une musique qui, effectivement, abolit complètement les frontières, et ça, c'est réjouissant. Alors, on sent votre passion, vous êtes lancé pour ce premier album solo. Vous avez dit, j'ai lu quelque part, j'ai toujours si peur d'enregistrer seul au piano. Pourquoi? C'est un manque de confiance? Vous dites les gens vont pas aimer ce que je propose? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question grave, parce que c'est une question de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, enfin pourquoi est-ce qu'on sort un disque, pourquoi est-ce qu'on écrit un livre. Il y a évidemment Est-ce que ça vaut le coup, quoi? Est-ce que ça va toucher les gens? Oui, parce qu'en fait c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toujours une nécessité intérieure, parce qu'il faut de l'énergie, ça prend du temps d'écrire un livre, de faire un disque, et ça prend beaucoup de force. Mais il faut aussi se demander ce que ça a comme rôle dans le monde d'aujourd'hui, dans la société. J'ai fait une série de projets qui étaient des projets plus engagés ou plus politiques. Ici, pas du tout. On est sur un projet de lumière, et je crois que l'idée... Je me suis dit, il y a quelque chose qui est important à cet endroit-là. En fait, quand on fait un livre ou un disque, on fait une brique. Une brique qui doit construire quelque part, enfin construire ou résister, mais en tout cas trouver sa place dans la société. Il faut un projet, c'est ça? On ne fait pas les choses comme ça, pour rien? Je vais être honnête avec vous, ça m'énerve beaucoup quand j'entends des artistes qui disent « je vous joue ceci
parce que ça compte pour moi, parce que c'est important. En fait, on s'en fout. Enfin, franchement, ce qui compte pour vous, c'est super, faites-le en famille, on en discute au bistrot avec les amis, ça a de la valeur, mais ce qu'on rend public, on a un rôle. On a assez parlé justement des poètes et de la façon dont on peut les mettre sur le banc pour le moment. En fait, non, il y a un rôle dans la société. Quelle est la place qu'on peut trouver? Et j'ai eu l'impression que cette lumière-là pouvait avoir une place, mais on n'en est jamais sûr. D'où ma peur de jouer seul. Ce que j'aime bien chez vous, c'est votre franchise, votre franc-parler. Vous avez l'habitude, vous êtes comédien aussi, on vous a vu avec Emmanuel Del Candido, d'ailleurs la tournée continue. Vous êtes animateur de radio, présentateur notamment du dernier concours Reine-Élisabeth, et vous avez poussé un coup de gueule par rapport aux commentaires qui tournaient autour de Dmitro Udovichenko, merci. Ça vous a fait mal ce qu'on a dit sur lui? Ça m'a fait peur. On a parlé de complot. Ça m'a fait peur. En fait, effectivement, les réseaux se sont déchaînés après la victoire de ce candidat russe qui a donc joué... ce candidat ukrainien, sacré lapsus, mais il a joué de la musique russe et il a refusé de serrer la main d'un des membres du jury qui était russe. Et les gens se sont offusqués. Bien sûr, on a crié au complot. Il est ukrainien, donc il gagne, ce qui est absurde étant donné le fonctionnement du concours Reine-Élisabeth, la façon dont les points sont... C'est pas l'Eurovision. Non, c'est pas du tout le même système. Et puis, je suis très étonné aussi qu'on puisse à ce point refuser que la politique entre dans un événement comme celui-là. Il faudrait s'en réjouir. Un événement aussi traditionnel que le concours Reine-Élisabeth, en fait, avec les caméras, c'est normal qu'il y ait ce genre de geste. Et surtout, c'est très bénéfique que le monde entre dans cet événement, comme cet événement, lui, quelque part, a encore un sens dans ce monde. Cette musique qui a été jouée, elle a encore un sens aujourd'hui. Et ce n'est pas une évidence pour la musique classique. Donc surtout, ne jamais refuser qu'un événement comme celui-là, qu'une musique comme celle-là puisse être politique, je trouve. Et ne pas s'enfermer dans des cages dorées, s'ouvrir au monde. C'est un petit peu ce que vous faites, notamment aussi par rapport à la musique cubaine. Très rapidement, il nous reste très peu de temps, malheureusement. Votre coup de cœur, c'est #2 ou c'est #2? Alors on le dit C2. C2. C'est un disque de Cindy Castillo et Pierre Sliggs. Pierre Sliggs, il est compositeur, il écrit la musique électronique. Cindy Castillo, elle est organiste, mais elle joue un organetto, une espèce de petit orgue. Et c'est une musique que je n'arrive pas à qualifier, ce qui est toujours très bon signe. Elle franchit toutes les frontières. On parlait de métissage, je ne sais pas où ça va. C'est une aventure sonore absolument extraordinaire. Des plages immenses, c'est tellement démodé et en même temps, c'est tellement bénéfique, je trouve. Merci Pierre pour votre enthousiasme et votre disque. On continuera d'ailleurs à écouter vos chroniques sur Musique 3, je crois, c'est le week-end. Hein. Oui, la table d'écoute le dimanche. La table d'écoute chaque dimanche. Merci aussi pour ce formidable album qui nous fait découvrir un auteur. C'est vrai qu'on avait oublié complètement. Merci infiniment. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Oui, je rappelle aussi le concert tout de même. Ce sera le 30 juin. Il faut réserver. Je crois que c'est déjà bien plein, mais il y a toujours moyen d'aller. Il y a des gens qui se désistent, etc. Le 30 juin à Flagey. Merci infiniment. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.